Amis auditeurs, bonjour, nous sommes sur Fréquence Histoire, je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonsoir Gauthier, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, pour cette émission date clé, nous parlerons de la date du 16 mars 1244. C'est la prise du château de Montségur et notre émission sera plus largement consacrée à ce que l'historiographie a qualifié a posteriori de catharisme, le mouvement cathare, et qui était appelé à l'époque, donc au XIIIe siècle, l'hérésie albigeoise et l'hérésie vaudoise. Nous reviendrons, Franck, avant de détailler l'aspect un petit peu polyurcétique, on pourrait dire le siège de la citadelle de Montségur, les 4 sièges successifs. On abordera le contexte historique sur à peu près, ça commence, je pense, à peu près aux années 1170, enfin on rappellera en tout cas ce qu'est le catharisme, même si à l'époque on n'appelait pas cela le catharisme, pour rappel. Alors oui, très juste Gauthier, le catharisme, on va employer cette expression par commodité et simplicité, c'est une hérésie chrétienne qui s'est répandue donc dans le sud-ouest de la France médiévale entre le XIIe et le XIVe siècle. Alors Gauthier, ses origines au catharisme ne sont pas claires, même si à l'époque elles présentent certaines similitudes avec d'autres hérésies présentes en Europe à la même époque. Rappelons rapidement pour nos auditeurs qu'une hérésie, c'est une doctrine religieuse, philosophique et politique qui est différente de celle proclamée, prononcée et défendue par l'Église catholique. Plus précisément, un hérétique, c'est d'abord une personne qui a reçu un baptême selon le code prévu par l'Église catholique, mais qui au fur et à mesure de sa vie, de son évolution, tient des propos contraire à la doctrine catholique. Donc pour être clair, afin de vraiment apporter le maximum d'informations à nos auditeurs, un musulman par exemple ne peut pas être appelé hérétique. Un hérétique à la base, voilà, c'est quelqu'un qui a reçu un baptême valide. Donc c'est pour ça que cette notion d'hérésie cathare est à prendre avec les pincettes, parce qu'on ne sait pas si tous ceux qui tenaient les pensées cathares étaient à la base des catholiques. Alors ce qui est intéressant Gauthier, c'est que le terme cathare est arrivé beaucoup plus tard, mais à l'époque, les gens qui tenaient donc cet ensemble de doctrines sur lequel je reviendrai plus tard, on les appelait les bons hommes ou les bonnes dames, et même parfois les bons chrétiens. Alors sur le plan géographique, Gauthier en a parlé, l'hérésie cathare a touché l'ensemble du comté de Toulouse, et à l'époque le comté de Toulouse s'étend d'Angers à Béziers et d'Albi aux Pyrénées. C'est pour cela que les adversaires appelaient souvent les cathares les albigeois, alors que eux préféraient se qualifier de parfaits ou de parfaites, et très souvent les catholiques appelaient les cathares les parfaits ou les parfaites, mais de manière un peu ironique, Gauthier, c'est-à-dire au sens de parfaitement hérétique. On va prendre ça au sens propre du XXIe siècle, les albigeois, les habitants de la commune d'Albi, hein, c'est pas du tout ça. Comme tu le disais, c'est une extension géographique qui n'a aucun rapport avec ce qu'on connaît maintenant. Oui, ce qui est toujours intéressant, et on reparlera... Idem pour le comté de Toulouse. Hein. Ouais, on reparlera de ces reconstructions a posteriori qui peuvent être très intéressantes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple, lui, il appelait les cathares les bons hommes de différents noms. Donc dans les différents livres que j'ai consultés, on peut trouver les noms de Patarin, de Popliquin, de Publicain, de Pifle, de Tisserand ou encore de Boulgre. Apparemment, boulgre, selon différents spécialistes en étymologie, ce terme serait à l'origine du mot bougre en français. Donc cette appellation également d'albigeois trouve son origine dans le concile qu'a tenu en fait les cathares, donc dans le château de Lombert, Lombers, sur les terres du vicomte de Trencavel, pas très loin d'Albi, et donc c'est une des rares assemblées qui ait laissé une trace écrite. Alors concrètement, l'hérésie cathare s'est largement constituée en opposition à l'Église catholique, et les cathares en fait voulaient fonder une nouvelle église des origines. Alors les albigeois préféraient donc revenir à une église qu'ils appelaient eux-mêmes l'église des apôtres, et ils entendaient vivre leur foi comme les premiers chrétiens. Donc d'un point de vue de la doctrine, ils rejetaient les sacrements de l'église, ils reprochaient au pape et au clergé une certaine opulence et également une corruption,
pas seulement une corruption financière, mais également une corruption des mœurs. Donc ce discours d'hostilité à l'Église, sur lequel Gauthier également reviendra lorsqu'il aura développé sa partie, ça rencontre un certain succès dans la bourgeoisie et la noblesse languedocienne. Ce qui constitue l'essentiel des cathares. Et ce qui est intéressant, c'est que l'historien Michel Roquebert dit la chose suivante. Loin d'être une religion populaire, c'est la religion d'une minorité. Mais cette minorité est celle des puissants, aristocratie rurale et élite urbaine. Donc comme le dit le médiéviste Jean-Louis Biguet, lorsqu'on parle de pays cathare, cette notion vraiment elle est à relativiser, parce que concrètement le pays cathare, entre guillemets, il n'aurait compté que 2 à 5% de croyants à la fin du XIIe siècle. Ce qui signifie que 95% de la population reste fidèle à l'Église catholique romaine. Par contre, ce qui est intéressant, et ça il faut le noter, le catharisme a tiré sa force moins du nombre de ses adeptes que sa diffusion dans les classes supérieures. Oui, et aujourd'hui le pays cathare, pour beaucoup de gens, c'est une image assez forte, une image même un peu fantasmée, un château réputé imprenable, les bûchers, des suppliciés, et un élément symbolique qui est la croix. Mais, comme tu l'as dit, Franck, le pays cathare, à l'époque, au XIIIe siècle, concerne finalement une minorité de croyants et une minorité d'hérétiques. Effectivement, cette hérésie albigeoise qui sera rejointe par l'hérésie vaudoise, qui, elle, naît dans la vallée du Rhône, elle est d'abord le fait d'une aristocratie, de ces chrétiens du Sud qui renâclent quelque peu à appliquer strictement les dogmes de l'Église, et notamment la réforme grégorienne, tout ce mouvement d'institutionnalisation de l'Église qui impose, à partir du XIIe siècle, donc au siècle précédent, des nouvelles normes, à travers le droit canon, sur le mariage notamment, puisque le mariage devient imposé et avec interdit de parenté au sein du couple. Ça, naturellement, c'est naturel pour nous, a posteriori, mais c'est ce qui explique, c'est un des facteurs explicatifs de cette hérésie qui, à l'origine, est une hérésie qui est implantée au sein de l'aristocratie, notamment albigeoise. Ça n'est pas une hérésie constituée en tant que mouvement autonome, ça n'est pas un contre-dogme, ça n'est pas une église dissidente. Et c'est une hérésie qui, partant de l'aristocratie, petit à petit s'élargit aux couches populaires. En fait, c'est assez progressif. Hein. C'est la méfiance et les persécutions de l'Église de Rome qui entraînent une certaine radicalisation du mouvement albigeois, une radicalisation aussi du mouvement vaudois qui apparaît un peu plus tard. Alors, les albigeois et les vaudois construisent leur doctrine respective, ils la théorisent, ils en écrivent les textes fondateurs en quelque sorte, et ils complètent ce qui n'est qu'à l'origine un refus aristocratique, à la fois noble et urbain, de la réforme grégorienne. Alors, le catharisme s'élargit aux couches basses du peuple et aux villages ruraux. Ce que montreront par l'exemple les bûchers de Montségur, puisque sur les bûchers de Montségur, aux côtés de clercs et de chevaliers puissants, on y retrouvera eh bien, des petites gens. Hein. On en a la liste assez précise. Hein. Il y a eu à peu près 200 suppliciés sur les bûchers de Montségur. Plusieurs dizaines sont identifiées, 64 très exactement sont identifiés. Et il nous montre, Franck, l'interclassisme en quelque sorte de ce qu'était le mouvement albigeois, c'est-à-dire à la fois des figures aristocratiques comme Raymond Agulé, l'évêque du Razès, Guillaume de Jean, qui était un diacre, Guiraud de Caraman, une châtelaine de Caraman, comme son nom l'indique, et puis des petites gens, des simples gens, tel Meunier de Moissac, qui s'appelait Ponce Saïs, ou bien une boulangère, Guillaume d'Ormarty, ou bien un marchand de Mirepoix, Pierre Robert. Ça montre que, en une trentaine d'années, entre les années 1190 à peu près et les années 1220, il y a une modification de la sociologie de ce mouvement, de cette hérésie qu'est le catharisme, ce qui témoigne aussi d'une certaine
une certaine influence, une certaine capacité d'attraction de ce mouvement, qui n'est pas simplement voilà, un petit phénomène local, mais qui représentait un véritable danger pour le pouvoir royal. À l'époque, c'était Louis IX. Oui, parce qu'il y avait à la fois des implications et des imbrications à la fois politiques, religieuses, sociales et humaines. Il est important aussi de rappeler que sur le plan doctrinal, le catharisme est considéré comme un dualisme et on a très souvent prêté une filiation qui est aujourd'hui contestée par les historiens, les spécialistes en philosophie avec le manichéisme. Donc concrètement, d'un point de vue doctrinal, les cathares opposent le Dieu de l'Ancien Testament, qui pour eux sera en réalité le diable, avec celui du Nouveau Testament. Donc pour les cathares, toute la création, y compris la chair, est une œuvre démoniaque. Ainsi, ils s'opposent à la vision d'un Jésus qui aurait été Dieu, parce que les catholiques pensent que Jésus est Dieu, et pour les cathares, Dieu ne peut pas s'incarner en homme, et que Dieu surtout ne serait pas abaissé à s'incarner dans cette chair qui est impure. C'est pour cette raison que les cathares, tu en as parlé tout à l'heure, refusent le symbole de la croix, qui pour eux en fait un mythe, parce que selon la doctrine cathare, il n'y a pas eu de crucifixion, ou alors s'il y en a eu une, c'est que Jésus était un ange ou en fantôme, sans enveloppe charnelle. À l'époque, on parlait de phantasma PH. Donc toujours sur la doctrine, il est important de rappeler que les cathares ne pratiquent qu'un seul sacrement, qui est le consolament. C'est une forme de baptême, consolamentum en latin, qui efface les fautes passées et garantit la vie éternelle. Donc la force également des cathares, parce qu'ils veulent reproduire le modèle chrétien du premier âge, si je peux dire, c'est que les cathares vivent en communauté. Ils vivent dans les villes, ils vivent dans les villages, ils pratiquent une espèce d'activité manuelle et surtout, ils font vœu de pauvreté et de chasteté. Donc l'engagement des bons hommes et des bonnes dames, entre guillemets, inclut également la prédication en place publique ou chez les gens. Donc on voit aujourd'hui ce même phénomène dans d'autres mouvements, loin de moi de vouloir les comparer, mais avec des mouvements de type témoins de Jéhovah ou mormons, on demande une forte implication en termes de prosélytisme. Et également, les cathares, au-delà donc de cette implication religieuse, prosélyte chez les gens dans la rue, ils suivent également un strict régime alimentaire. Donc tout aliment d'origine animale est interdit. Et donc chez les cathares, c'est fréquent. Alors il faut se poser la question, pourquoi cette hérésie, ce mouvement a inquiété à la fois le pouvoir romain et le pouvoir royal? Tout simplement parce que toute hérésie intellectuelle peut se transformer en hérésie sociale. Et de ce fait, elle a fait des ravages en France. Pourquoi? Rappelons quelque chose d'important. Pour les cathares, toutes les incarnations étaient le mal et corruption. C'est-à-dire, il ne fallait pas de relation charnelle entre les hommes et les femmes. On oublie souvent de préciser que pour les cathares, les procréations étaient des crimes. Pourquoi? Parce que c'était le commerce de chair. De fait, les cathares considéraient que consommer le mariage ou consommer une relation charnelle avec une femme hors ou avant mariage, c'était quelque chose de mauvais parce qu'on perpétuait la chair de Satan et la création de Satan. Donc, conséquence, pas de mariage, pas de droit de propriété et aussi quasiment pas de travail au sens d'organisation de la société, pour la simple et bonne raison que tout cela est impur. Donc en fait, leur doctrine, elle était considérée comme terriblement dangereuse à l'époque, à la fois au niveau du lien social, à la fois également du lien politique, et également aussi pour la survie de l'espèce humaine, en ce sens que, comme les relations charnelles sont interdites, pas de procréation, pas d'enfants, à terme, plus de société, plus de civilisation. L'autre chose également qui était importante dans la doctrine cathare, c'était le fait de hiérarchiser les individus entre purs et impurs. De fait, seul le salut était réservé à une élite. Donc en fait, on est loin de cette tolérance que certains auteurs récents ou passés veulent voir à l'endroit du catharisme. Donc il faut également rappeler, comme l'explique Jean Dumont dans l'Église au risque de l'histoire, que les cathares s'étaient fait remarquer dans le sud de la France et en Italie en prenant certaines villes. On parle également de Brescia en 1225 où ils incendient les églises et ils lancent des torches sur les maisons des fidèles. On retrouve également des bandes albigeoises qui dévastent périodiquement le midi de la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne fallait pas cultiver la terre, parce que là aussi, ce travail est mauvais. Et donc, ce qui est également important de rappeler, c'est qu'avant d'en venir à la force armée,
le pape de l'époque, donc Innocent III, avant d'utiliser donc la force armée, le recours aux armes pour la conversion donc des Cathares, il essaya en fait d'envoyer donc des missions pacifistes. Donc on a également le nom de Pierre de Castelnau, légat du Saint-Siège, qui fut secondé par des nombreux moines qui sont partis un peu à l'image des premiers chrétiens, si je puis dire, sur la route va-nu-pied en essayant donc de prêcher en pays albigeois, mais avec, disons-le clairement, un succès. Oui, alors il faut rappeler aussi un point d'étymologie, c'est que le mot cathare, donc d'emploi postérieur à l'existence du catharisme, du mouvement albigeois, ce mot signifie pur en grec ancien, et ça dit beaucoup de cette impression qu'avaient les albigeois et les vaudois d'être finalement plus purs que les autres chrétiens, d'être les vrais chrétiens, d'être dans une véritable acception de la chrétienté. Ça dit beaucoup de cette pureté revendiquée. Les historiens, et donc l'historiographie, a beaucoup de mal à comprendre ce qu'est le catharisme, même si le catharisme est un petit peu... C'est pas qu'il est réhabilité, mais il est beaucoup mieux compris depuis des décennies, après avoir suscité bien des fantasmes. Et on peut comprendre qu'il y a eu ces fantasmes, puisqu'il y avait les images pour les susciter, à commencer par les bûchers. En fait, les historiens estimaient initialement que le catharisme était issu d'une sorte de contre-concile qui avait été organisé dans la région toulousaine, à Saint-Félix de Caraman en 1667, et puis les historiens sont un peu revenus sur cette version des faits. La compréhension du mouvement albigeois est aussi un peu compliquée parce qu'il y a une absence d'archives écrites directes, ça ne facilite pas vraiment la compréhension d'ensemble du phénomène. C'est un phénomène qui est maintenant avant tout compris par des témoignages de clercs, des témoignages un petit peu hostiles forcément au mouvement albigeois, à commencer par celui d'un théologien parisien qui était Alain de Lille, un témoignage qui date d'à peu près 1190. Alain de Lille, c'est l'auteur d'un traité anti-hérétique, et il nous donne comme ça à voir, non pas le mouvement albigeois de manière objective, mais sa vision à lui, ce qui forcément déforme un petit peu les jugements que les historiens postérieurement ont pu porté sur le mouvement albigeois et le mouvement vaudois. D'autres personnes, d'autres figures ont pu ensuite porter des jugements, comme des juges inquisiteurs, à l'instar de Bernard Guy, qui a complété ce tableau quelque peu déformé. Et là, c'était durant le XIVe siècle. Pour revenir strictement au catharisme vaudois, puisqu'on a pas mal parlé du mouvement albigeois. Le catharisme vaudois, c'est un petit peu le mouvement frère des albigeois. C'est un mouvement qui essaime dans la vallée du Rhône. Il est à l'initiative d'un riche marchand, Valdès, qui lui donne son nom de vaudois. Celui-ci, en 1173, choisit en fait de faire traduire les évangiles et les sentences des pères de l'Église en langue vulgaire, soit en langue laïque. Et l'enjeu est considérable parce que d'une part, ça permet d'élargir la place des femmes dans la foi chrétienne, et d'autre part, ça permet de vulgariser, de mieux faire connaître aux masses populaires ce que sont les textes du christianisme. Et c'est cela en soi qui constitue l'hérésie vaudoise. Dans l'esprit des clercs, ce sont eux-mêmes seulement qui doivent comprendre le sens caché de l'écriture, les laïcs ne devant en connaître que ce qu'on appelle les aperta, c'est-à-dire les aspects superficiels de celle-ci. Et bien dans l'esprit des Vaudois, c'est tout le peuple dans son entièreté qui doit comprendre ce sens des Écritures, ce sens qui ne doit plus être caché. Et initialement toléré dans leur pratique par le concile de Latran, c'est en 1179, par le pape Alexandre III, les Vaudois n'en essuient pas moins certaines critiques du clergé. Ce qui fait que, au bout de 3 années, dès 1182, ils sont en fait excommuniés et ils sont ensuite expulsés. Une communauté vaudoise, franque, va migrer alors dans une partie dans le Languedoc et une autre part va essaimer jusqu'en Italie. Oui, il faut également comprendre que le catharisme est bien plus qu'un simple mouvement de simple critique. Comme tu l'as dit, il est surtout en fait
une religion différente du catholicisme romain. Les cathares n'avaient pas de lieu de culte pour se réunir, ils n'avaient qu'un seul sacrement, ils niaient l'Eucharistie, c'est-à-dire la communion rappelant le dernier repas du Christ et la transformation du pain en son corps et du vin en son sang. Donc c'est également un clergé nomade qui se déplace pour délivrer également la bonne parole, dévoiler les textes. Et à la base, les simples croyants sont rattachés au rite par le mélioramment, mais ils ne font pas partie de l'Église. Et ils doivent également montrer beaucoup de respect à l'égard des parfaits. Donc en fait, pour qu'on comprenne bien, dans le catharisme, dans la société, il y a les purs et les impurs, mais parmi ceux qui prétendent être purs, il y a ceux qui sont purs en devenir et ceux qui sont réellement purs. Donc les débutants, concrètement, doivent s'habituer aux privations, et puis les prêtres, qui sont d'anciens novices, reçoivent le consolement d'un espèce d'évêque. Il faut rappeler qu'au début de l'année, à la fin du IIe siècle, il y avait un évêque, puis deux, puis trois, puis quatre. Les villes où étaient ces évêques, c'était Albi, Toulouse, Agen et Carcassonne. Donc concrètement, le croyant, lorsque le croyant donc recevait ce rite du consolament, donc c'est un espèce de baptême, on l'a dit, qui était délivré pour les débutants ou pour les croyants déjà, ceux qui étaient un peu plus au fait de la doctrine cathare. Concrètement, le croyant, il devait se mettre à genoux, une main sur le livre des évangiles, et il faisait la promesse d'adhérer pleinement à la foi cathare et déclarer accepter la règle des privations. Il recevait ensuite d'un parfait la consolation, c'est-à-dire concrètement une simple imposition des mains. Donc officiellement, les cathares se présentent comme chastes, végétariens, non violents, pauvres, entraînés à la parole publique, à la prédication et surtout instruits des textes sacrés de manière directe, sans le lien d'intermédiation, comme l'a dit Gauthier, du clerc. Donc les cathares, ils parcourent les routes, et autre différence doctrinale très importante avec le catholicisme romain, c'est le fait que les cathares croient en la métapsychose, pour plus parler clairement et plus simplement, c'est la réincarnation. Voilà, la réincarnation de l'âme, mais contrairement à certains chrétiens qui, au IIe et IIIe siècle, croyaient à la réincarnation des âmes, c'était une doctrine qui avait été condamnée dès le IIIe et IVe siècle par l'Église catholique romaine, les cathares, ils apportent une petite différence, c'est que dans cette métempsychose, la réincarnation, elle peut se passer soit dans le corps d'un être humain ou d'un animal. Et donc, concrètement, les hommes qui n'avaient pas été consolés, c'est-à-dire reçu le sacrement, le consolament, la consolation, voyaient donc leur âme errer, parfois jusqu'à 9 fois, pouvaient se réincarner en homme, en femme ou en animal. Donc en fait, pour eux, la fin du monde n'était pas quelque chose de catastrophique, mais au contraire, c'était une libération progressive. Du point de vue cathare, les âmes sauvées désertaient la terre et seul Satan restait dans son néant. Donc concrètement, si l'Église catholique a combattu le catharisme, c'est à la fois pour des raisons doctrinales, à la fois pour des raisons politiques, mais également pour des raisons sociales. Donc dans un premier temps, il y a une certaine bienveillance des autorités occitanes. Raymond VI, comte de Toulouse, le célèbre comte de Toulouse, il est célébré par les cathares parce que dans un premier temps, il les a tolérés, puis protégés, bien que lui-même n'ait pas été cathare. Et en fait, l'historien Michel Roquebert, il attribue en fait cette tolérance dans le Languedoc médiéval au simple fait, donc là aussi on en revient toujours à l'histoire, c'est important de comprendre le passé, au simple fait que dans ce Languedoc médiéval, on est habitué en fait à la cohabitation entre hérésies, ou plus exactement entre différentes religions. Par le passé, le Languedoc médiéval avait subi l'influence de l'arianisme à la période visigothique, mais également, soulignons-le Gauthier, la proximité avec l'islam très présent en Espagne à l'époque. Donc concrètement, l'Église catholique juge le catharisme dangereux car il décourage la procréation puisqu'il considère le corps comme une chose mauvaise et les relations sexuelles, même après le mariage, comme impures. Dernier point concernant la doctrine, après ce panorama complet doctrinal sur le catharisme. Pour les cathares, une femme enceinte, il a considéré que son âme ne pouvait pas être sauvée si elle mourait pendant la grossesse. Voilà ce petit point, on en revient toujours le fait que tout ce qui est sur terre est mauvais et impur. Donc en fait, avant d'en appeler à cette croisade, comme je l'ai dit tout à l'heure,
l'Église a tenté de contenir le catharisme en envoyant des missionnaires évangéliser ses fidèles. Donc il y a eu des textes très célèbres à l'époque. Bernard de Clairvaux dit « La foi doit être persuadée, non imposée ». Alexandre III, dans une lettre, pas une encyclique, dans une lettre apostolique, écrit « Mieux vaut absoudre les coupables que de s'attaquer par une excessive sévérité à la vie des innocents. L'indulgence sied mieux aux gens d'église que la dureté. Les cisterciens au XIIe siècle, puis les dominicains au début du XIIIe, ne parviennent pas à les convertir par la parole et la douceur. Ce qui met le feu aux poudres, c'est l'assassinat de Pierre de Castelnau, légat du pape, par un écuyer de Raymond VI en 1208. Là, c'en est trop pour la papauté, et à l'appel du pape Innocent III, les seigneurs prennent la croix contre les cathares, ou plus exactement contre les albigeois. Le roi de France, lui, ne s'implique que plus tard dans la croisade, et le résultat final, d'un point de vue politique pour le roi de France, est le rattachement des comtés du Languedoc au pouvoir royal. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis sur les travaux de Roquebert, Michel Roquebert. En fait, cet historien a consacré un des livres de référence à la fois sur le mouvement cathare et sur l'aspect un peu particulier du siège de Montségur. C'est ce qu'on voit dans son livre L'épopée cathare, le 4e tome, qui est Mourir à Montségur, édité chez Perrin en 1989. Quand tu dis que il ne faut pas oublier l'influence musulmane en Espagne, effectivement, parce que c'est l'époque d'Al-Andalus. Pendant à peu près 5 siècles, une grande partie de l'Espagne va vivre sous influences musulmanes. Ça ne s'éteindra qu'en 1492 avec la prise par les Espagnols, la reconquête, Reconquista de l'émirat nasride de Grenade. Et puis d'ailleurs, quand le mouvement albigeois sera défait dans les années 1230-1240, finalement, ça permettra au roi de France, Louis IX, futur Saint-Louis, d'agrandir son influence, d'agrandir ce qu'est l'orbite du royaume de France. Et on verra finalement que la zone frontalière, ça ne sera plus une zone un petit peu imprécise qui passerait quelque part dans le Languedoc. Non, ce sera la chaîne de montagnes des Pyrénées, et il y aura, ce ne sera pas simplement une frontière avec l'Espagne, ce sera une frontière vis-à-vis de l'islam, une frontière pas seulement symbolique, mais physique, une chaîne de montagnes entre au nord la chrétienté et puis au sud l'islam, pendant plusieurs siècles. Après ce point doctrinal très exhaustif, merci Franck, il faudrait, je pense, faire un petit point, avant d'évoquer le siège, un petit point politique en fait, sur les quelques décennies qui précèdent le siège de Montségur, même si tu l'as fait brièvement déjà. Finalement, le siège de Montségur, la prise de Montségur en 1244, c'est la queue de comète d'un vaste mouvement d'opposition aux hérétiques, plutôt à l'initiative de l'Église de Rome. Le royaume de France a plus ou moins rallié l'initiative en cours, il n'était pas forcément à l'initiative précisément, c'est ce qu'on appelle la croisade contre les albigeois. Puisqu'il faut bien dire que dès lors qu'ils émergent politiquement, dès lors qu'ils se diffusent dans les masses populaires, puisqu'ils viennent de l'aristocratie à l'origine, les mouvements albigeois comme vaudois commencent à recevoir des appuis politiques, notamment le comte Raymond de Toulouse, qui est excommunié par le pape, mais aussi le vicomte de Foix et celui de Béziers, Trencavel, et de fait, ces appuis politiques au mouvement albigeois, cette agitation dans le sud intéresse directement le roi de France. À l'époque, c'est Philippe de l'Auguste, qui décide de reconquérir le Languedoc. Et en parallèle, le mouvement albigeois est dénoncé aussi par les autorités religieuses, notamment par les cisterciens et le nouveau pape, Innocent III, qui envoie dans le Languedoc un de ses protégés, Dominique, qui est un futur saint, en vue de convertir les hérétiques. Alors Dominique s'établit en 1207
à Prouille, dans l'actuelle Aude, où il fonde une abbaye qui est le premier couvent dominicain de femmes. Il met également en place les premiers tribunaux de l'Inquisition qui sera célèbre 2-3 siècles plus tard en Espagne, mais qui commence comme ça à fonctionner. Mais cette présence papale, un petit peu comme ça par procuration, puisque le pape n'est pas directement présent, c'est son envoyé, Dominique, ça commence un petit peu à déranger. Ce qui fait que en janvier 1208, un légat d'Innocent III, Pierre de Castelnau, comme tu l'as indiqué, Franck, est assassiné par un des écuyers, effectivement, de Raymond de Toulouse. Alors le pape en appelle aux armes, le roi Philippe II est hésitant, et finalement il renonce, mais il laisse faire de nombreux barons du Nord, conduits par Simon de Montfort. Et la perspective d'un combat fait alors changer Raymond de camp. C'est une volte-face, et par cette volte-face, il trouve le prétexte idéal pour un affrontement avec celui qui est son grand rival politique, qui est le vicomte de Béziers, Trencavel. Donc il y a un affrontement comme ça entre Raymond et Trencavel, et on verra encore Raymond, c'est assez complexe à comprendre, d'ailleurs, on le verra encore changer de camp une deuxième fois. Pour l'instant, à court terme, cette rivalité dégénère à Béziers, avec ce qu'on appelle la mise à sac de Béziers, le sac de Béziers, le 21 avril 1209. On connaît de cet épisode, Franck, une phrase célèbre d'Arnaud Amaury, légat du pape, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Oui, alors cette phrase d'Arnaud Almaric, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, a fait depuis Michelet le bonheur de tous les anticléricaux, de tous les anticatholiques. Alors il est difficile de connaître exactement la genèse de cette citation et de savoir si elle a bien été prononcée. Officiellement, elle nous est rapportée par un moine cistercien allemand du nom de Césaire de Echtebar, qui a écrit 10 ans après les faits. On se demande si c'est pas un peu apocryphe. Oui. Donc celui-ci, il écrit dans ses chroniques qu'Arnaud, pendant le siège de Béziers, sous l'effet de la piétaille qui prend d'assaut la ville par les catholiques, aussi bien catholiques que hérétiques soient tués, et sous le feu de la question des chevaliers, on lui demande, mais comment faire pour reconnaître les hérétiques des catholiques? Donc citation, on rapporte que l'abbé, craignant que les hérétiques ne fissent semblant d'être catholiques par peur de la mort, répondit « Massacrez-les car le Seigneur reconnaîtra les siens ». Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre, et en histoire on ne le fait pas, c'est de juger les événements de l'époque avec le cadre politique, intellectuel et philosophique de l'époque. À l'époque, justement, les contemporains ne sont pas choqués par cette phrase même prononcée par un moine. Alors la question est de savoir si ces mots ont bien été prononcés. Et la question que se pose l'historien, que se posent les historiens, comment rapporter finalement des propos tenus dans le contexte d'une bataille, dans le feu d'un assaut, et qu'on le retrouve plus tard sous la plume d'un moine allemand. Donc on n'est pas à l'abri de distorsions et de transformations à des fins politique ou discriminatoire. De toute manière, comme je l'ai dit, si la phrase est exacte, elle ne doit pas nous choquer pour la simple et bonne raison qu'elle correspond parfaitement aux mentalités du temps présent. Pour les hommes du XIIIe siècle, et a fortiori pour un moine, la vie sur Terre n'est qu'un passage, un pèlerinage terrestre durant lequel il faut veiller aussi bien que possible et être en exactitude avec la foi pour atteindre le paradis. Donc la vie ne prend son sens à l'époque, dans ce XIIIe siècle chrétien, que dans cette perspective, accomplir ses devoirs de chrétien et atteindre le ciel au jour de sa naissance. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à un homme, si ce n'est d'y parvenir plus vite, dans cette logique du XIIIe siècle? Alors est-ce qu'on peut souhaiter de mieux que d'être reconnu par son créateur? Donc dans la mentalité des hommes du XIIIe siècle, la phrase attribuée à Arnaud Almaric est plutôt une belle phrase, mais surtout, elle ne peut pas être considérée comme l'expression d'un fanatisme borné. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens oublient que les mentalités ont changé et que on n'est plus aujourd'hui en mesure, dans ce XXIe siècle, de comprendre des faits ordinaires de la vie de soldats, de paysans du XIIIe siècle, comme aujourd'hui, on aura du mal à comprendre la vie dans le futur, ou plus exactement, dans quelques décennies, les gens auront peut-être du mal à comprendre les us et coutumes de nos contemporains. Oui, c'est typique de ce qu'il ne faut pas faire en histoire, les jugements de valeur rétrospectifs.
Moi, personnellement, c'est ce que j'ai appris je crois que c'était en première année de licence, on m'a dit de ne pas faire ça, on m'a pas dit qu'à moi, puis je n'allais pas le faire, mais on nous a dit en tant qu'élève de ne pas faire ça sur nos copies, de ne pas juger les événements du XIIe, du XIIIe siècle, ou voire de l'Antiquité, avec les yeux du XXIe siècle, ça n'a aucun sens, et ça explique un certain nombre de jugements à l'emporte-pièce, d'anhistorisme, d'anachronisme, qui sont actuellement légion dans les commentaires, dans le brouhaha médiatique permanent. Ça explique un certain nombre d'erreurs de jugement et de compréhension sur des sujets aussi variés que la France de Vichy, la Terreur, Saint-Barthélemy ou ce qu'était Jeanne d'Arc pour les acteurs de ce qui ne s'appelait pas la guerre de 100 ans, mais les guerres anglaises. Ça explique beaucoup de jugements comme ça un petit peu précaires, et que l'historien doit sans arrêt préciser, apprécier selon des critères qui sont objectifs et qui ne sont pas les critères du XXIe siècle. Pour reprendre le déroulé des événements qui précèdent l'assaut, enfin le quatrième assaut en réalité, c'est le quatrième siège de 1244, il faut indiquer que les ambitions de ces croisés, donc ces seigneurs du Nord, conduits par Amaury, au début des années 1210, ces ambitions, en fait, entraînent une seconde volte-face de Raymond de Toulouse. J'avais indiqué, il y a quelques minutes, que Raymond de Toulouse avait changé de camp un petit peu opportunément pour pouvoir mieux combattre son vieux rival, Trincavel. Eh bien, en 1213, le 12 septembre 1213, à Muret, le roi d'Aragon intervient pour soutenir Raymond de Toulouse, qui est donc opposé de nouveau aux croisés. Toutefois, les croisés sont vainqueurs. Et cette défaite de Raymond fait, à court terme, que le comté de Toulouse passe définitivement dans l'orbite de la France. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. La frontière, maintenant, elle ne se fait plus quelque part dans le Languedoc de manière imprécise, mais précisément au niveau de la chaîne des Pyrénées. Et encore une fois, c'est une frontière symbolique et physique entre chrétienté au nord et islam au sud. Simon de Montfort, qui dirigeait les croisés, cette croisade albigeoise, investit le comté, et depuis celui-ci, symboliquement, il rend hommage au roi Philippe Auguste. Mais ne savons pas vaincu pour autant, Raymond doit subir une nouvelle croisade une douzaine d'années plus tard, et elle aboutit à sa défaite, définitive celle-là, et au traité de Paris en 1229, par lequel il cède l'est du comté de Toulouse, scindé en deux sénéchaussées, Carcassonne et Beaucaire, directement rattachés au royaume de France. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, quelques années avant cette croisade, à partir de 1204, un castrum, c'est-à-dire un village fortifié, est bâti à Montségur, sur les ruines d'une ancienne forteresse. L'initiateur de cette construction, qui est connu dans le patrimoine archéologique sous le nom de Montségur II, c'est un acteur qui s'appelle Raymond de Pereille, qui commence comme ça à construire une communauté pour ces hérétiques. Ils ne se vivent pas comme tels, mais ils se vivent ils se vivent selon un mode communautaire. En revanche, ils fondent une communauté à la fois militaire et civile. Ils construisent un castrum avec un dispositif défensif qui comprend un castellum, c'est-à-dire une demeure fortifiée qui est la demeure du seigneur, entourée d'un village. C'est à la fois un dispositif de défense et puis un village, c'est une vraie petite communauté. Le village lui-même est entouré d'une enceinte fortifiée, 3 murs de défense se dressent par ailleurs, et à 800 mètres de distance, il y a ce que l'on appelle au roc de la Torre, c'est-à-dire de la tour, une grande tour de guet qui surplombe une falaise impressionnante, 80 mètres de hauteur, et à l'entrée du castrum, il y a par ailleurs, l'entrée du castrum qui donne sur cette tour, il y a une barbacane. Donc c'est un ensemble fortifié assez impressionnant, avec un village par ailleurs, avec des habitations assez modernes, avec terrasses qui communiquent par des escaliers, un silo, une citerne, bref,
toute une petite communauté cathare qui naturellement attire l'attention, à telle enseigne que le Concile de Latran la cite, cette communauté de Montségur, en 1215 comme un repère d'hérétiques, et en 1229, par le traité de Mauparis, il est admis que Montségur constitue un abri pour l'église cathare. C'est un petit peu, voilà, c'est toléré, mais en même temps ça inquiète un petit peu l'église de Rome. Dans le même temps, le château accueille les chevaliers fédis, c'est-à-dire les chevaliers qui sont dépossédés de leurs terres par le traité en question, le traité de Mauparis, et parmi eux figure Pierre-Roger de Mirepoix, qui est le cousin de Raymond Pereille, fondateur du site, une génération plus tôt. Alors c'est amusant, Franck, parce que ce Pierre-Roger de Mirepoix, il a un lointain descendant qui s'appelle Antoine de Lévis-Mirepoix, qui est l'auteur d'un livre sur Montségur, tout simplement intitulé Montségur, paru en 1924 chez Albin Michel, c'est-à-dire qu'à 700 ans de distance, quasiment, il a un descendant qui a écrit sur Montségur. C'est un petit peu comme si, je sais pas moi, au XXVIIe siècle, on avait un descendant de Gaulle qui écrivait sur le 18 juin, c'est assez amusant. Alors merci Gauthier de ces précisions historiques et de cette ironie, ou plutôt plus exactement de ce clin d'œil que nous offre l'histoire. Maintenant Gauthier, est-ce que tu pourrais aborder plus précisément l'aspect pratique et donc ce fameux siège qui a fait couler beaucoup d'encre? Oui, il a fait couler beaucoup d'encre, même si on a oublié que ce n'est pas un siège unique, c'est en fait le 4e siège, le 4e et dernier siège. Ça n'est pas non plus quelque chose qui se fait comme ça en quelques semaines, puisque entre le premier siège conduit par Guy de Montfort et le 4e qui connaît le succès en 1244, il s'écoule plus de 30 ans, puisque la première tentative de conquête, elle date de 1212. Elle n'a pas de succès naturellement. La deuxième est conduite l'année suivante par le frère de Guy de Montfort, Simon IV de Montfort. Ça n'a pas non plus un grand succès. S'ensuivent ensuite plusieurs décennies d'un statu quo relatif, et il faut attendre juillet 1241, donc 28 ans plus tard, pour un troisième essai, avec un nouveau roi, sous un nouveau roi qui est naturellement Louis IX. Louis IX qui s'est coalisé avec la reine Blanche de Castille. L'entreprise est conduite par Raymond VII de Toulouse, dont on sait que l'allégeance française est toujours assez vague à cette époque, hein, on l'a dit tout à l'heure. Toutefois, le siège doit être levé sans que l'assaut ait pu être donné, donc c'est de nouveau un échec. Alors, fin 1241, il y a un nouveau siège, par le sénéchal de Carcassonne, qui s'appelle Hugues des Arcis, qui tente comme ça d'investir en Montségur. Ce dernier siège, en fait, il est la conséquence d'un fait divers sanglant, qui est le massacre d'Avignonnais, c'est un massacre d'inquisiteurs, par, pense-t-on, une soixantaine de soldats de la garnison de Montségur. Ça montre aussi que la communauté cathare, et notamment sa partie militaire, puisqu'il y avait une communauté civile et une communauté militaire entremêlées, elle n'était pas strictement pacifique. Moi, ça me rappelle un petit peu les guerres de religion au XVIe siècle. C'est pas parce qu'il y a eu la Saint-Barthélemy qu'avant il n'y avait pas eu, par exemple, beaucoup de massacres de catholiques et qu'il n'y aura pas encore de massacres de catholiques par les protestants et qu'il n'y aura pas encore d'autres massacres de catholiques par des protestants et inversement. Là, c'est un peu pareil. Il y a une soixantaine de soldats de la garnison de Montségur qui vont massacrer à Avignonnais, ce qui fait que, eh bien, il y a une nouvelle croisade contre eux, associé à l'archevêque de Narbonne. Pierre Amiel, le sénéchal, commande une expédition assez impressionnante, 6000 croisés, une croisade à l'intérieur du royaume de France, et entoure la forteresse. On est en mai 1243, une année à peu près, une dizaine de mois avant la chute de Montségur. Alors l'entreprise fait long feu, mais il y a tout de même une escalade réussie de la tour de guet par quelques croisés courageux en décembre. Un trébuchet est monté, le trébuchet bombarde le château, il fragilise les positions cathares, ce qui fait qu'en janvier 1244, la Barbacane tombe aux mains des croisés. C'est intéressant, on n'a pas exactement l'explication, mais a priori ce serait une trahison du camp cathare, comme quoi cette communauté idyllique, utopique, n'était pas forcément unie. Il y avait
Probablement des gens qui tout simplement avaient un petit peu faim, voulaient arrêter le siège, et qui comme ça ont trahi en janvier 1244. Ce qui fait que la situation des Albigeois est nettement fragilisée, et fin février, les assiégés repoussent l'assaut des croisés, mais ils le repoussent quand même difficilement. Ils se demandent s'il ne faut pas qu'il y ait une reddition, ils se demandent quelles pourraient être les modalités de cette reddition. Ils en trouvent la réponse le 1er mars, puisque au début de mars, Mirepoix, qui commande donc la garnison de Montségur, admet de négocier les termes d'une reddition. Ceux-ci comprennent le sauvetage des parfaits, de ce qu'on appelle les parfaits entre guillemets, une fois que leur foi sera reniée, de même que les laïcs et les soldats qui seront épargnés. On conclut une trêve de 15 jours, une trêve de 2 semaines est accordée aux Cathares qui resteraient dans leur foi, de manière à ce que, s'ils souhaitent rester dans leur foi, s'ils souhaitent demeurer dans leur hérésie, ils puissent se préparer, ils puissent recevoir les derniers sacrements. On arrive donc le 16 mars, la trêve est achevée, la forteresse s'ouvre, et 221 Cathares refusent de renier leur foi. C'est l'épisode fameux, spectaculaire, des bûchers de Montségur. Ils périssent donc par le feu. Et parmi eux se trouve la propre fille de Péreille, qui commande donc la garnison, ainsi que sa belle-mère. Les parfaits sont enfermés dans un enclos au pied de la montagne. On met le feu à des fagots. Alors les parents dissuadent leurs enfants de les accompagner, souvent assez vainement, il faut le dire. On a aussi, de manière certifiée, des soldats de Montségur qui, par courage et sacrifice, se sacrifient, à l'instar de l'arbatrier Raymond de Belvis ou du sergent de Mansa. Ils pouvaient sauver leur vie, ils décident toutefois de mourir aux côtés des Albigeois qu'ils ont accompagnés au sein de cette communauté de Montségur pendant plusieurs années. À partir de là, à partir de ces bûchers spectaculaires, le récit diverge un peu. On raconte que certaines femmes et certains hommes auraient chanté. Il est également rapporté que le bûcher est monté à 200 mètres du castrum, dans ce qui devient le Camps del Cremats, le champ des brûlés. L'histoire n'est pas très claire. Il y a quand même de manière certaine ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc parmi ces 64 suppliciés identifiés, une certaine, le mot n'est pas très beau, une certaine mixité sociale, enfin on voit que ces Cathares de Montségur ne sont pas uniquement des nobles et des clercs, mais qu'encore une fois, ils peuvent accueillir dans leur rang une boulangère, un marchand, un meunier, bref, des gens... Du peuple. Du bas peuple, oui, très clairement, du peuple, le prolétariat de l'époque. La plupart des suppliciés, 147 d'entre eux, sont totalement inconnus. Ça porte le total des suppliciés, en tout cas, à un peu plus de 200. Ça va être quand même impressionnant, 200 Cathares qui meurent comme ça sur le bûcher, on imagine un peu le spectacle. Et une fois le château pris, donc le 16 mars 1244, celui-ci revient à Guy II de Lévis, maréchal de la foi et seigneur de Mirepoix. Le village et l'enceinte extérieure sont rasés. Et voilà, c'est la fin du château de Montségur. Il reste de ces quelques années d'hérésie cathare, la subsistance d'images fortes, le château, les bûchers, la croix, et l'influence du catharisme demeure assez prégnante pour que le fait cathare et le nom de pays cathare soient en quelque sorte recyclés, par exemple, dans le tourisme de notre époque, le tourisme local. Ainsi, une hérésie, ce qui était à l'origine une hérésie religieuse, le catharisme a pu devenir, paradoxalement, une destination touristique empreinte plus de fantasme d'une véritable historicité. C'est un petit peu un destin étrange que celui, Franck, du catharisme au XXIe siècle. Oui, c'est assez intéressant parce que les Cathares ont été oubliés, endormis, si je puis dire, dans la cendre froide de leur bûcher. Et en fait, ils ont été ressuscités au XIXe siècle sous la plume du républicain Jules Michelet, qui a beaucoup contribué, si je puis dire, dans l'invention de mythes et de fables
plus que pour analyser et comprendre l'histoire. Donc en fait, c'est lui, c'est Michelet qui bâtit cette histoire des Cathares. Ils sont la victime idéale, ils étaient les purs, les parfaits, anéantis par la méchante Église et l'odieuse monarchie catholique. Alors cette vision est reprise par l'école historique issue du protestantisme libéral, qui voit dans les Cathares les initiateurs de la réforme et de la République, en but, encore une fois, à l'obscurantisme de la monarchie. Avec cette renaissance du catharisme, débute également l'utilisation politique de l'histoire, où chaque auteur fiche les temps passés selon les combats et les luttes des temps présents. Ce qu'on ne peut absolument pas faire en histoire, ce qui est malheureusement trop courant en politique et dans la culture. Donc en ces temps, du 19e, début du 20e siècle, où la République est incertaine, où l'anticléricalisme il est virulent, les Cathares deviennent en fait la lance commode pour percer à la fois donc l'Église et le modèle politique honni d'avant 1789. Et également sur ce renouveau du catharisme, Gautier, petite parenthèse, mais il y a également beaucoup d'auteurs d'ésotérisme mystique qui ont projeté en fait leur fantasme et pourquoi pas même leur délire sur les Cathares en écrivant une histoire des Cathares bien loin de la réalité. Lorsqu'on fait des petites recherches sur différents sites internet de vente de livres, que je ne citerai pas pour pas faire de publicité, on retrouve un peu les noms assez équivoques comme le trésor des Cathares, le trésor caché des Cathares, le Graal et le Cathare, etc. Donc là aussi, il y a vraiment des reconstructions et bien loin de l'histoire, des revendications à la fois ésotériques, politiques et régionalistes en fait sont nées dans le au XXe siècle et au début du XXIe siècle. Oui, on parle également que Montségur devient la montagne du Graal, que les Cathares sont les vrais héritiers du Christ, qu'ils ont conservé des secrets, qu'ils ont été persécutés par l'Église, qui bien évidemment veut empêcher le dévoilement de ces secrets. Et ce qui est également intéressant et dont on parle peu, il y avait une émission récemment sur le câble qui était consacrée à ce phénomène historique et politique qui est peu connu, Gautier, c'est qu'au XXe siècle, même les nationaux socialistes se sont passionnés pour les Cathares. Oui, et à telle enseigne que au XXIe siècle, jusqu'en 2001-2002, je crois, une association néo-païenne d'extrême droite comme Terre et Peuple pouvait faire des pèlerinages au château de Montségur. Voilà, ça montre qu'il y a une certaine récupération politique qui va très au-delà de l'exemple que tu as montré tout à l'heure avec cet historien officiel de la République qui est Michelet, mais qui essaime jusqu'aux nationaux socialistes de l'Allemagne hitlérienne, et puis plus récemment encore avec des exemples de petites associations régionalistes françaises d'extrême droite. Oui, c'est ce qu'on oublie et ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant l'occupation, ce qu'on sait peu, c'est qu'Hitler a envoyé des archéologues en Ariège pour effectuer des recherches sur les communautés cathares. Donc en fait, le catharisme est un mouvement polymorphe, toujours en mouvement, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est repris par des mouvements régionalistes qui trouvent matière à s'affirmer et à inventer une histoire, parce qu'aujourd'hui, il est facile d'être dans le camp d'une minorité persécutée. Et aujourd'hui, les agences de tourisme, comme tu l'as dit, vendent à n'en plus finir du pays Cathare à des adultes en mal de sensations fortes et de frissons. Et on peut dire, toute proportion gardée, que les Cathares à l'échelle régionale jouent un peu le rôle des Templiers à l'échelle mondiale. Par exemple, quand on parle des Cathares et de la fameuse croix cathare, cette croix cléchée de rouge terminée par 3 petites boules à chaque barre n'est pas non plus d'époque. C'est en fait une croix celtique égarée dans le sud. Et comme je l'ai dit, les Cathares refusaient la croix. Et maintenant, c'est l'emblème officiel de la région Occitanie, et c'est aussi l'emblème de tout ce complexe touristique, ça va être un établissement public qui s'appelle Pays Cathare. Pays Cathare, oui. Cathare est officiellement dans le titre. Et même on parle aujourd'hui de forteresse Cathare,
alors que toutes ces forteresses ont été construites grosso modo 200 ans après l'élimination des Cathares. Donc là encore une fois, tourisme politique, récupération intellectuelle et ésotérique ne font vraiment pas bon ménage avec l'histoire avec un grand H. Oui, même si paradoxalement, ça permet peut-être pas de susciter des vocations, mais, mais voilà, de susciter une curiosité intellectuelle dans des couches de la population qui sont assez peu sensibles à l'histoire, et qui, grâce à, c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais grâce au bûcher de Montségur, s'intéressent à un phénomène historique qui lui-même, donc la prise du château de Montségur, qui lui-même est enchâssé dans une hérésie religieuse, qui elle-même est enchâssée dans une géostratégie qui est celle de l'époque, entre le royaume de France, le royaume d'Espagne, la crainte de l'influence musulmane en Espagne, etc. Bref, ça peut permettre comme ça à ce que des gens qui ne sont pas forcément sensibles à l'histoire s'intéressent malgré tout à l'histoire par le tourisme de masse, par une certaine déformation de l'histoire, mais qui peut avoir paradoxalement des vertus pédagogiques. Oui, une grosse vulgarisation. Alors pour finir, très souvent on résume cette victoire ou cette croisade d'une victoire contre le nord ou le sud, ou plus exactement d'une victoire de la France sur l'Occitanie. Précisez que c'est à l'époque de Bouvines, hein, 1914. Mais il faut rappeler que beaucoup de seigneurs locaux ont accueilli la croisade avec satisfaction, et de nombreux seigneurs locaux l'ont utilisé pour s'émanciper de leur tuteur. Donc en fait, il n'y avait pas un front nord-sud, mais une division politique du sud qui a profité aux croisés, et plus exactement au royaume de France. Rappelons également que le Languedoc n'a jamais été indépendant. D'ailleurs, l'existence même du Languedoc d'un point de vue étatique est fortement remise en question, tout autant que l'Occitanie. Tout cela fait partie malheureusement des lieux communs imaginaires et des fantasmes oniriques d'une certaine littérature revendicatrice. Oui, il ne faut pas comprendre Languedoc comme un territoire, mais davantage comme une délimitation linguistique, hein, tout simplement. Si, un territoire tout de même, mais pas un territoire au sens administratif, à une zone de ce qui deviendra la France, ce qui est la Francie à l'époque, Rex Francorum, où on parle la langue doc, par opposition à une zone au nord de la Loire, grosso modo, on parle la langue d'Oil, je sais pas comment on dit, deux langues de ce qui deviendra un français à peu près définitif à l'époque moderne, grosso modo à partir du XVIe siècle. Voilà, chers amis auditeurs, merci pour votre écoute de cette émission Date clé sur la prise du château de Montségur, le 16 mars 1244. Vous trouverez en annexe sur le site une note de lecture et notamment une bibliographie qui reprend certains sites qu'on a cités, notamment ce Montségur d'Antoine de Lévis-Mirepoix, un descendant d'un cathare, l'ouvrage de Roquebert, et puis d'autres ouvrages, notamment le bûcher de Montségur, ouvrage de 1959 de Zoé Oldenburg, qui nous a servi pour préparer cette émission. La prochaine émission, Franck, sera une chronique littéraire consacrée à un ouvrage de Jean-Clément Martin sur la figure centrale de la terreur, 1793-1794. Il en eut d'ailleurs la tête coupée. C'est naturellement Maximilien Robespierre. Cet ouvrage, cette biographie s'intitule, en tout cas l'édition de 2016, Robespierre, la fabrication d'un monstre. Et on a constaté de manière un petit peu étrange que quand le livre est ressorti en poche il y a quelques semaines, le sous-titre La fabrication d'un monstre avait été biffé, il n'existe plus. Un petit peu étrange, on en parlera sans doute dans l'émission. En tout cas, Franck, émission jeudi 5 avril, donc sur Robespierre. Merci à tous de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle émission Date clé. Et à très vite pour notre prochaine émission consacrée à Robespierre, dit l'incorruptible. Incorruptible, voilà, on verra s'il l'était vraiment. Merci à tous, chers auditeurs, et rendez-vous donc jeudi 5 avril.